La quatrième édition, on va commencer la première success story sur la scène numéro 1 avec Christopher H qui va nous raconter son parcours. Bonjour Christopher. Bonjour Philippe. Alors toi tu es un jeune chef, tu as 37 ans et ton histoire à toi c'est que tu étais chef au crayon et qu'en janvier 2019 tu as tout plaqué et tu as lancé ton propre restaurant à Égalière. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça a été pour toi, et tu le dis toi-même, une libération et quelque chose que tu souhaitais profondément? Alors pour remonter un peu, c'est déjà avant tout une histoire de famille parce que mes grands-parents tenaient une auberge. Donc c'est vrai que très tôt j'ai su que je voulais faire de la cuisine. Et j'ai ces souvenirs d'enfance qui reviennent dans cette auberge familiale. Donc après, pour moi, faire des grandes maisons était surtout l'envie d'apprendre mon métier, d'exceller dans mon métier, d'aller vraiment à cette recherche. Donc pour moi, faire les palaces, c'était pas une finalité aussi, parce que j'aurais pu me dire après 10 ans d'hôtel de Crillon, j'aurais pu continuer encore des années et des années, mais ça a été plutôt pour moi un déclic sur le fait de la volonté d'être chez moi. Donc j'ai très vite, après la réouverture de l'hôtel, parce qu'il y a eu une fermeture qui a duré C'était une fermeture assez longue du Crillon pour rénovation à l'époque. Tout à fait, c'est une fermeture qui a duré à la base qui était de 2 ans et qui a duré 4 ans. Et tu n'es pas resté inactif, il faut le dire, pendant les 4 ans. Tu as fait le tour des 50 Best. Tu as fait le tour des cuisines des 50 Best aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette aventure culinaire que tu as faite? C'est vrai que j'ai fait un tour du monde gastronomique et je me suis basé des 50 Best et des guides Michelin à travers le globe. Et j'ai pu voyager, découvrir des chefs assez incroyables. J'ai été voir Alex Atala au Brésil, Thomas Keller French Landry à Napa Valley. J'ai été à Tokyo, à Kyoto. Donc tout ça, j'ai pu voir et former, découvrir aussi une identité, plein de techniques différentes. C'est vrai que ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a permis aussi de m'apporter une certaine ouverture d'esprit pour la réouverture de l'hôtel de Crillon, qui a été bénéfique pour ma part. Et puis après aussi, après cette ouverture, la volonté pour moi et la décision d'ouvrir ma maison. Donc, Et dans le tour du monde que tu as fait des tables, tu as constaté quoi? Quelles sont tes conclusions? Parce que c'est pas banal de faire autant de tables, de travailler dans ces cuisines, de passer du temps. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette expérience? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? En fait, comme je le dis, c'est une ouverture d'esprit. Chaque pays a une identité culinaire. Il y a des chefs assez exceptionnels. Beaucoup, pour la plupart, bien entendu, se sont formés en France. Ou en Espagne, et après reviennent dans leur pays, se servent de leurs produits et vont pouvoir la réinterpréter à leur façon. Pour moi, j'ai pris une grosse claque quand j'ai été au Pérou. Le Pérou, Lima a été une découverte, des chefs assez incroyables. D'ailleurs, oui, le 50 Best les a pas mal récompensés. Donc ça a été formateur, ça a été bien entendu beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges aussi avec les chefs. Est-ce que tu es resté en contact avec eux aujourd'hui? Oui, tout à fait. André Chang à Singapour, Thomas Keller quand je vais aux États-Unis, je vais souvent le voir. Alex Atala, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'avoir un bel échange avec eux et c'est pas banal pour des cuisiniers. Ça paraît évident aujourd'hui, mais si on remonte à il y a 20 ans ou 30 ans, les cuisiniers n'avaient pas du tout cette expérience internationale-là. Toi, ça t'est venu naturellement, l'idée de voyager et d'aller découvrir d'autres cuisines? Oui, tout à fait. Surtout que ces chefs ont été touchés aussi qu'un chef français vienne dans leur pays, vienne découvrir, vienne comprendre aussi ce qu'ils essaient de faire au quotidien. Donc c'est vrai que j'ai été très très bien accueilli. C'est ça là-dessus. J'ai eu de la chance de pouvoir. Alors, pour revenir un peu sur ton parcours, en fait, donc comme tu l'as dit, tes grands-parents, ton père aussi était cuisinier. Donc tu viens d'une famille de cuisiniers et tu as débuté en 2003, si je ne me trompe pas, chez Lucas Carton. Oui, j'ai commencé avant. Chez Sandre Reims. J'ai commencé avant. Le chef est dans le. J'ai commencé chez mon père, bien entendu, mais j'ai travaillé chez Éric Briffard aux Élysées du Vernet. D'ailleurs, je salue le chef, il est membre du jury.
s'il m'entend. Ensuite, après, oui, j'ai travaillé au Lucas Carton. Ensuite, je suis parti rejoindre les équipes d'Éric Fréchon au Bristol, où j'ai passé jusqu'à avoir la 3e étoile avec les équipes. Ensuite, j'ai fait un bref passage à la Grande Cascade. Et puis après, par la suite, j'ai pris mes positions de ma première place de chef à l'hôtel de Crillon en 2010. Donc ça a été une belle expérience, des belles années Palace, formateur, 10 ans, c'est vrai que ça. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, le fait d'avoir été chef dans un palace, par rapport à ce que tu avais fait avant? Tu étais déjà dans des très belles maisons, mais... En fait, dans mon parcours, ce que je trouve, ce que j'ai voulu faire et ce que j'aime, c'est que j'ai aussi bien fait de la brasserie, j'ai fait aussi de l'hôtellerie, parce qu'il y a aussi ce côté room service, banqueting, différents points de restauration, du restaurant gastronomique. Donc il y a des offres différentes et variées. C'est vrai qu'à l'hôtel, on avait à peu près 6-7 points de vente différents. Donc il faut savoir manager aussi des équipes de 80 personnes. On était 80. Donc des plannings, des cuisines qui ne s'arrêtent jamais. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc tout ça, c'est une organisation, c'est des équipes à mettre en place. Et vous aviez quelque chose de spécifique, c'est que en gros, vous aviez une chaîne de découpe, enfin, d'utilisation de la matière première qui évitait la déperdition. En gros, pour simplifier, quand une vache rentrait chez vous, elle sortait plus. Il n'y avait plus rien qui sortait de la vache. Vous consommiez tout en fait au crayon. Tu peux nous en parler de ça? Oui, c'est vrai que j'avais mis en place une offre où, avec Yves-Marie Bourdonnec, on avait mis en place une race de viande bovine que... En fait, on réceptionnait un ART 13, donc c'est-à-dire qu'une moitié de bœuf, et en fait, on allait la découper et l'utiliser du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que on allait utiliser les morceaux de l'entrecôte, du filet de bœuf pour mettre à la brasserie. On allait garder certaines pièces un peu plus rares pour mettre au restaurant gastronomique. Avec d'autres morceaux de viande, on allait faire nos steaks hachés. Donc ça permettait vraiment de consommer, d'être rationnel sur toute la bête, pas avoir de pertes, de faire nos fonds, nos jus, et donc pas juste commander du filet de bœuf pour commander du filet de bœuf. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de pouvoir justement... là, aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi à la Maison H. Je travaille avec un petit producteur d'agneaux, l'agneau des Alpilles, et c'est des agneaux qui font 14 kilos à peu près, et j'utilise tout. Et donc dans la carte, j'ai mis pièces d'agneau, et quand je fais du gigot d'agneau, je marque le gigot d'agneau, épaule d'agneau, et je travaille toutes les parties de l'agneau comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Donc, tu as créé ta maison égalière. C'est un projet que tu avais depuis un an, hein, déjà, au moment où tu l'as concrétisé. Vous avez ouvert en avril dernier. Oui. Et comment ça se passe? Alors, on a des très bons échos, des très bonnes critiques aussi, mais comment ça se passe au quotidien? Ce changement de vie du palace parisien, où en gros, on gagne énormément d'argent, on est au cœur de Paris, on est dans un palace, à une maison qui est à soi dans le sud, et avec le quotidien d'un restaurateur propriétaire. Oui, tout à fait. Alors, ce qui change, c'est que je suis passé de 80 cuisiniers pâtissiers à 4 personnes en cuisine. Donc ça, c'est la première chose. Donc, retrouver cette émotion, en fait, de pouvoir créer, cuisiner au quotidien, et être, entre guillemets, une certaine liberté d'être chef propriétaire, et d'avoir envie de faire ce que j'aime et ce que j'ai envie. Donc ça, c'est la première des choses. Aussi l'envie de mettre en avant un terroir, le côté local. On a une région qui est assez incroyable, les Alpilles, donc on a des producteurs aussi exceptionnels. Donc c'est l'envie de créer aussi une identité culinaire assez forte. Voilà, je travaille l'agneau des Alpilles, je travaille aussi les escargots, un petit producteur qui est à Molégès. Plein de maraîchers aussi qui sont de la région, que ça soit du safran, que ça soit des aubergines, des tomates. Donc tout ça fait vivre aussi, entre guillemets, la région, de mettre en avant tous ces producteurs. Et pour moi, d'être assez fort de création pour pouvoir sublimer ces produits.
et de sortir de ce côté, je dirais, facile où j'aurais pu cuisiner de la sole, du homard, du riz de veau. Mais j'ai fait l'impasse de cuisiner ces produits-là pour créer d'autres choses plus identitaires avec le terroir et la région. Quels sont les plats, l'agneau des Apis, mais quels sont les plats que tu as mis à la carte, dont tu es le plus fier aujourd'hui et que tu n'aurais pas pu réaliser au crayon ou qui auraient été compliqués à réaliser au crayon? J'aurais pu les créer. Disons qu'à Paris, c'est sûr qu'il y a, on peut tout avoir, on peut tout faire. Des produits viennent à Rungis, c'est le plus grand marché d'Europe. C'est vrai qu'on peut tout avoir, mais aujourd'hui, j'ai des produits qui viennent de Camargue. J'ai fait un petit cercle autour de 100-150 km et je m'approvisionne vraiment chez les producteurs. Donc un de mes plats signature qui est devenu signature parce que c'est les clients qui font qu'un plat devient signature. Donc j'ai l'huître de Camargue. C'est une association que j'ai créé ce plat, une association entre l'huître et la puissance de l'artichaut. Donc je fais un tartare d'huître avec une purée d'artichaut, un petit peu de cébette, un peu de citron. Et je fais tout un bouillon avec les écorces, avec les feuilles d'artichaut que je cuis pendant quelques heures, qui vient faire une écume. Je fais brûler une huître qui va amener une autre texture. Et c'est vrai que c'est un plat qui a un équilibre entre le côté iodé de l'huître, la puissance de l'artichaut et une légère amertume avec le bouillon. C'est un plat qui est devenu signature. Les gens, je l'ai pas. C'est vrai que c'est un plat que j'ai pas changé depuis qu'il est à la carte. Christian Lesquer a l'habitude de dire, le chef a l'habitude de dire, un plat signature, c'est un plat qu'on vous demande même s'il n'est plus à la carte. Qu'on continue à vous demander. Tout à fait. Donc tu as des plats signature. Est-ce que comment tu décrirais ton état d'esprit aujourd'hui? Tu es plus heureux que quand tu étais au crayon? Et en gros, quelle est ta journée? Comment tu organises ça? Bon, en fait, j'étais très heureux aussi au crayon. Ça a été des années exceptionnelles. Mais je dirais que il y a ce sentiment aussi de liberté où je dicte ce que j'ai envie de faire, où je sais où on a envie d'aller, où j'ai envie d'aller. Donc on a ouvert... Alors, vous avez ouvert 3 boulangeries par ailleurs. Donc, voilà, tu es un chef d'entreprise avec beaucoup d'ambition. Avec beaucoup de projets. J'ai aussi dans mon parcours fait de la boulangerie et de la pâtisserie, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc on a ouvert fin avril le restaurant. Donc il y a des chambres, on a 4 chambres, 2 chambres de suite. Ensuite, octobre, on a, voilà, avec des partenaires, créé. Donc là, voilà, c'est la Maison H, donc 4 chambres de suite. Et ensuite, donc voilà un peu l'état d'esprit. C'est un côté pur. On va avoir des herbiers du 19e, pas de nappe. On va voir aussi ce parfeuille qui est d'époque que l'on a restauré. On est vraiment sur un ton très provençal. On est dans quelque chose, comme les clients aiment à dire, on se sent bien, on a envie d'y retourner. Il y a ce côté confort, agréable, doux. Donc voilà, on a fait un gros travail avec mon chef sommelier sur la carte des vins. On a plus de 350 références, que ça soit bien entendu des Grands Bourgognes, Vallée du Rhône, Châteauneuf aussi, puisqu'on est à côté. On va avoir aussi Bordeaux, et puis les vins de la région avec tous les domaines que l'on connaît aussi en Provence, que ça soit Trévalon, Auvette, qui sont à la carte. On va avoir des menus aussi attractifs au déjeuner, où on va avoir des formules en 2 temps à 36 €, après formule 3 temps à 46, et un menu du chef en 5 temps à 75 € qui sera le soir. Voilà les horaires. On a une fermeture annuelle janvier et février. Et ensuite, voilà à peu près les chambres aussi, le style qu'on a voulu donner. Alors, un petit clin d'œil à mes enfants. Donc, on va avoir les suites Lily et Oscar, des chambres César et Rose, qui sont aussi là. On a mis de la lingerie, on a mis des draps Porto, des choses très, très confortables, très agréables, très doux. Voilà. Pour le petit déjeuner aussi, on a une salle privative pour les petits déjeuners avec une cheminée, et une terrasse privative aussi avec vue sur les Alpilles.
Les boulangeries, voilà. Donc il y en a 3, hein. Il y a Saint-Rémy de Provence, il y a Égalière et il y a Molégès. Voilà, 3 boulangeries. Donc on a un local de production qui est à Molégès. Donc là j'ai une équipe de 8 personnes avec 3 boulangers. J'ai une pâtissière qui travaille avec moi à l'hôtel de Crillon qui nous a rejoint, qui va être qui est la chef de production. Et voilà, tout est fait frais le matin. J'ai mis une pâtisserie où, avec des repères. On a refait un bon Paris-Brest avec un praliné maison, un baba au rhum, une tarte au pignon. Donc voilà, on peut retrouver une tarte au citron mentholé. J'ai fait une dernière petite innovation qui est un soufflé. Ici, on le voit, un soufflé que l'on achète. Et en fin de compte, on va le cuire chez soi. On le prend emporté, on vous donne une petite recette et on le cuit chez soi. Et donc, ce qui amène une certaine fraîcheur dans la pâtisserie. Si on a des invités ou autres, ça permet d'avoir un soufflé qui est fait chez soi, qui a pas mal un grand succès. Alors, pourquoi tu as voulu créer ces boulangeries pour conclure? Parce que tu voulais déjà parce qu'il n'y avait pas de boulangerie et de pâtisserie à Égalière. C'est vrai que c'est quelque chose qui manquait. Et puis, on avait besoin aussi pour le restaurant. On avait besoin aussi pour le restaurant. Donc, c'est une offre que l'on a voulu aussi combler. Et ça a été une belle opportunité d'avoir avec mes actionnaires. Voilà. Merci beaucoup. Donc tu es un chef heureux aujourd'hui. Exactement. Merci voilà. Christophe. Je trouve qu'on peut applaudir Christopher. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour vous le préciser, on a des questions qui arriveront par Facebook, puisque tout est diffusé en live sur Instagram et sur Facebook. Sur l'Instagram et le Facebook de Food & Sense, donc, qui est notre partenaire média, qui est le média des chefs. Vous avez ici toutes les adresses donc, qui sont simples, c'est Food & Sense, pour Facebook et Instagram. Donc toutes les sessions seront diffusées en live. Et par ailleurs, il y aura pour les retardataires une possibilité d'aller sur YouTube, sur la chaîne du Chef World Summit, revoir les vidéos. Il y a une captation qui est faite par une équipe ici. Donc vous aurez toutes les vidéos disponibles à la maison plus tard si vous souhaitez les regarder. Est-ce qu'il y a des questions soit par Facebook, soit dans la salle? Peut-être. On a un micro qui peut circuler. Oui? Vas-y. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la session suivante. Oui, une question. J'ai un preneur de questions. Ah oui, je vais traduire, allez-y. You can. Oh, we have a translator. Yes. Please. Thank you for your introduction and your small speech. Yeah. You can go. They are translating I would while like you to speak. ask a more like business question as a perspective of entrepreneur. If you own today the one-star Michelin restaurant, and if you'd love to invest money and to improve your business, what would be the next step you would do as the entrepreneur and a business person? Alors, pour le coup, alors oui, le problème c'est que moi quelle est la prochaine étape, en gros, Christopher? Maintenant que enfin, à partir du moment où tu as une étoile au Michelin, à partir du moment où tu as créé ton business, quelle est la prochaine étape que tu veux suivre? Quelle est la suite pour un chef comme toi? Quelle est la prochaine ambition? La prochaine étape. Ok. C'est une très bonne question. C'est vrai que la prochaine étape, en fait, pour moi, elle est déjà de pérenniser mon entreprise. C'est-à-dire que déjà, un modèle économique qui fonctionne, avant tout, on ne connaît pas d'entreprise qui... enfin, on se doit d'être à l'équilibre. Donc ça, c'est la première des démarches pour pouvoir, justement, après... refaire la façade, travailler sur les chambres, peut-être créer une autre chambre, restaurer d'autres choses. Donc, je dirais que elles sont pour embellir la maison. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets que l'on a fait, qui vont être pour faire que cette maison soit encore plus belle et que l'on continue d'évoluer comme ça. Donc, Aujourd'hui, comme vous dites, peut-être
peut-être qu'il y aura ou peut-être qu'il n'y aura pas d'étoile Michelin, mais en tout cas, soit ça sera, on l'acceptera avec grande joie, ou peut-être ça sera l'année prochaine, mais elle sera en tout cas pour aider aussi économiquement, ça c'est sûr, une maison. Et aussi grâce à la qualité qui est faite et aux équipes. Est-ce qu'il y a une autre question, d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu? Thank you very much. Yes. Thank you very much. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance, la salle? Non? Tout va bien? Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Christopher. Merci beaucoup. Merci à tous. Bien. Bien. Bravo.